atterrir après donc sur Moodle et vous permettre, le cas échéant, de rattraper ou tout simplement pour vos camarades de l'EAD de pouvoir suivre. Bien, alors, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler notamment, on va parler un peu de la naissance de Birmingham, puisque le cours, lui, est spécifiquement sera spécifiquement consacré à ce moment de naissance des études culturelles. Donc il faudra quand même savoir un petit peu ce que c'est, quel est le contexte dans lequel tout ça émerge, se passe, quelles sont les questions qui sont posées. Ce ne sont pas évidemment les mêmes, celles de 1960 et celles de 2000 ou de 1980. Elles évoluent en fonction très largement aussi de l'état global de la société dans lequel ces penseurs se trouvent et agissent. Avant de démarrer et de vous montrer ce petit bout de carte d'Angleterre, voilà, je vais aller, c'est ce qu'il y a sur Moodle. Je vais rapidement vous donner 2-3 indications. Et puis, je vais aussi vous indiquer ce qu'on va faire et comment on va s'y prendre. Pour ce qui est de la question clé de l'évaluation, ça sera réglé, on s'en débarrasse. Moi, si je pouvais ne pas évaluer, je serais le plus heureux des hommes, mais parce que je préfère que les choses soient pensées à partir de... C'est très cultural studies tout ça, mais à partir de la relation plutôt qu'à partir de la notation. Mais bon, il vous faut une note, donc on va vous en donner une, il n'y a pas de problème. Je vous propose de faire un dossier, de faire un travail libre, c'est-à-dire un essai, appelons ça comme ça, c'est-à-dire un texte de réflexion, petite dizaine de pages, il y en a 12, ça va, s'il y en a 8, ça va, sur un sujet de votre choix. Je vous laisse donc la détermination de l'objet. Je suis tout à fait disponible pour discuter. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous voulez me demander mon avis, vous venez me voir. Voilà, monsieur, je voudrais travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, c'est parfait, allez-y. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous déterminiez votre sujet, que vous me rendrez en fin de semestre. Vous avez tout le semestre, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre, grosso modo, pour y réfléchir. Et évidemment, la seule chose que je vous demande, c'est que ça ait quand même un peu un lien avec ce que vous êtes venu faire ici. Et peut-être, si vous avez vous accroché à ce qui se passe en 60, ben peut-être de façon plus spécifique, que ce soit rattaché à Hogarth, la naissance de Birmingham, les premiers sujets d'études, les cultures jeunes, des choses qui sont les questions de départ. Mais ça, c'est pas du tout exclusif. Donc, que vous vous appropriez ce qui est pour moi un des apports intéressants du CCCS, ce centre de recherche créé à Birmingham, qui est la façon de travailler. Puisqu'ils ont créé, d'abord, ce n'est pas un département universitaire, vous voyez, il n'y a pas des années de licence, etc. C'est un centre de recherche. Donc la fonction fondamentale, c'est la réflexion et la production de textes, d'analyse. C'est ça que je vous demande. Je vais galérer un peu. Voilà. C'est ça que je vous demande de prendre à votre propre compte, donc de trouver un sujet de réflexion sur lequel vous puissiez écrire une dizaine de pages. Alors, il n'y a pas de format, il n'y a pas de méthode spécifique. Ce qu'il faut, c'est que votre réflexion soit articulée, organisée. Ça peut être par points successifs, ça peut être par une
plus ou moins un mouvement de dissertation, thèse, antithèse si vous voulez, mais ça peut aussi être quelque chose de tout à fait scindé. L'essentiel étant que vous fassiez voilà, un travail d'écriture sur un objet qui vous intéresse. Ça peut être lié à votre mémoire, bien entendu. Pas d'opposition à ça. Ça peut être, si vous n'avez pas d'idée encore, etc., et que vous tombez sur un livre en cours de route qui vous passionne, ou que vous avez tiens, vous dire, bon, celui-là, je vais en faire quelque chose dans ma propre démarche, ça peut très bien être un compte-rendu de lecture, un vrai compte-rendu de lecture, une note de lecture un peu sérieuse sur un ouvrage. Voilà. Des livres, vous en avez beaucoup, hein, j'en ai mis un certain nombre en PDF, voilà. Certains en anglais parce qu'ils ne sont pas traduits. Quand j'ai les versions françaises, je vous mets les versions françaises. Mais vous pouvez tout à fait, celui-là je peux le mettre aussi en français, je pense que je l'ai. Vous pouvez prendre un livre, le lire et faire un compte-rendu de lecture. Ça fonctionne très bien pour votre évaluation. L'essentiel, c'est que vous cogitiez et que vous écriviez. Voilà, vous avez le semestre pour le faire sur un objet qui vous intéresse. J'insiste, voilà. Donc, faites quelque chose qui vous serve. La date, le dernier cours du semestre, autour du 15 décembre. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, que vous êtes saturé, pris, noyé, etc., vous pouvez me l'envoyer par mail pendant les vacances. Soyez gentil, ne me l'envoyez pas le 5 janvier. Et pensez une chose, cette année, c'est génial par certains aspects, mais c'est aussi pour moi étonnant. Et ça va demander beaucoup d'énergie. J'ai de très gros groupes d'étudiants, comme je n'en ai pas eu depuis longtemps. Vous êtes 50. En Master 2, en parcours de spécialité, ils sont 20, ce qui est énorme. L'an dernier, ils étaient 3. Et les licences que j'ai juste avant vous, ils sont 40. Et je les ai 3 fois. Est-ce que ça va donner les vacances de Noël, je vais être aux anges. Oui. Si on a du bruit sur le sujet, est-ce qu'on peut lui demander par mail? Bien sûr. Oui, bien sûr. Par mail ou à la fin du cours. Bien sûr. Voilà. Donc, prenez juste ça en compte pour essayer de tenir le timing, si possible. Vous pouvez aussi, tout à fait, si vous démarrez maintenant, tôt, et que, par exemple, vous voulez faire une fiche de lecture sur un des bouquins, ou sur d'autres qui ne sont pas là, mais qui vont vous servir dans votre travail de mémoire, et que vous me le rendez début décembre ou mi-novembre, c'est parfait. Il n'y a pas de date en amont. Hein. Il y a juste la date, en gros, mi-décembre, pour marquer le terme du semestre. Mais si vous avez fait ça avant, tant mieux. Parce que ce qui vous guette, c'est l'embouteillage en fin de semestre. Ça, vous le savez, vous en êtes conscient. Vous avez déjà quelques années derrière vous. Vous savez que vous avez 5 séminaires, ça veut dire 5 dossiers qui vont tomber tous en même temps, grosso modo, à la fin du semestre. Donc, si vous les étalez, alors certains sont plus difficiles à faire parce que nécessitent d'avoir suivi tout le séminaire pour arriver à la fin et avoir tous les éléments pour rendre ce qu'on vous demande de rendre. Moi, je vous propose une autre formule. Hein. Vous voyez, la dimension de liberté, elle joue aussi à ce niveau-là. Vous pouvez faire, en fait, assez rapidement le travail de séminaire. Ça ne veut pas dire que vous le faites et puis vous ne venez plus. Enfin, ça, c'est votre problème. Si vous voulez, il n'y a pas de sanction de présence. Je ne fais pas l'appel. Sauf une fois pour essayer de mettre des noms et des têtes en correspondance. Mais quand il y en a 300 en tout, cette année, ça va être difficile. Voilà, donc si je me plante, des fois, il ne faut pas m'en vouloir. Voilà, donc vous avez cette marge de manœuvre. Utilisez-la si vous voulez. Si vous avez, par exemple, déjà un petit peu des idées et que vous vous dites, tiens, vous pouvez me faire une fiche de lecture sur le livre de Lévin, Culture d'en haut, Culture d'en bas. C'est un livre très important dans les études culturelles. Sur la question des hiérarchies culturelles, qui est une des grandes questions que ne cesse de poser cette indiscipline depuis sa naissance. Il
y a un autre grand classique des études sur les médias, Watching Dallas. Dallas, c'est une série des années 80 sur le pétrole, dans le monde du pétrole, avec des très méchants et des peut-être un peu gentils, mais beaucoup des très méchants surtout. Et c'était une série absolument célébrissime. Voilà, vous pouvez lire cet autre livre de Hogarth, qui est son autobiographie. Il est en anglais et en français, j'ai les deux versions. Ce livre de James Scott, sur lequel je vous ferai travailler par extrait, qui est un livre aussi très, très, très intéressant, sur les stratégies de résistance en contexte d'hégémonie, de domination. Ça, c'est une des grandes thématiques des études culturelles. Bref, vous avez un petit peu le choix. Alors, je vous signale quand même les trois premiers ici, qui sont trois livres d'introduction aux études culturelles en français. Le premier est remarquable, c'est le plus ancien. Il date déjà un peu, au sens il a été écrit il y a longtemps, mais il est d'une limpidité remarquable, je trouve. Il y a eu des éditions révisées, donc je ne sais pas laquelle je vous ai mis en PDF, mais vous trouvez, c'est un petit bouquin d'une centaine de pages qui est très bien. Servul-Kemner, c'est très bien aussi, c'est beaucoup plus récent, donc ça laisse plus de place au questionnement des études culturelles actuelles par rapport au premier qui date des années 90. Donc il y a quand même tout un tas de questions qui, dans le domaine francophone, dans le monde français, de langue française, n'étaient pas encore visibles, tout simplement. Vous savez que les études culturelles en France, ça arrive très tard. Birmingham, c'est 64. Moi, je suis d'une génération, j'ai fait mes études en gros dans les années 90. Dans les années 90, à moins d'être dans des départements d'anglais extrêmement déjà à l'avant-garde, etc., les études culturelles, ça n'existait pas. On savait que ça existait outre-Atlantique, vaguement, on avait une petite idée de ce qui se passait, mais ce n'était pas du tout reçu. Les textes n'étaient pas traduits. Les grands textes des études culturelles, il y en a dès les années 60-70. S'il y en a parmi vous qui s'intéressent au punk, l'un des plus grands textes sur le punk, il date de 79, c'est-à-dire au moment même où le punk est à son apogée. Il est génial, en plus, sur la notion de style. Donc, tous ces textes-là, passé Muscade, ils n'existaient pas, on n'a pas grandi avec. Je veux dire, c'est ma génération. C'est des textes qui ont commencé à arriver, et puis non seulement on n'a pas grandi avec, mais le peu qu'on en entendait dire, c'était franchement pas très... c'était pas fait pour nous attirer vers. C'était plutôt pour nous dire, voilà, il y a un truc, mais franchement, ça vaut pas tripette. Bon. Ça, c'est les luttes institutionnelles, c'est plein de choses. On va les retrouver au début, en 64. Et donc la France, elle ne reçoit pas, parce qu'elle a d'autres traditions, parce qu'elle a d'autres discours presque un peu concurrents sur les mêmes thématiques, mais pas structurés pareil. Donc il ne faut pas trop non plus se faire déposséder de son propre bien, la sociologie de la culture, par exemple. Et on va avoir comme ça du temps qui passe jusqu'au début des années 2000, en fait. Et les grands textes, Judith Butler, par exemple, qui est un texte de 90, Trouble dans le genre, est traduit en 2005. Et quand même 15 ans. Pour un texte de cette importance, je dirais. Homi Bhabha, qui est aussi un théoricien déterminant de tout ce qui est postcolonialité. Pareil, traduit 2006-2007. Un livre aussi très central pour le postcolonial, qui est le Black Atlantic, l'Atlantique noir de Paul Gilroy. C'est fin des années 80, c'est traduit aussi fin 90, début 2000. Donc, vous voyez, il y a un écart de réception qui est considérable en France. Et ça veut dire aussi que ça, c'est les textes, mais avant que ça arrive dans les institutions, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui, ça prend encore plus de temps. Et l'implantation des études culturelles dans l'université française, elle se fait comme elle s'est fait ailleurs dans le monde. Elle se fait d'abord dans les départements d'anglais, sans surprise, puisque ça vient quand même du monde anglophone. Puis, petit à petit, ça fait tache d'huile et ça commence à toucher les départements d'études hispaniques. Oui, il y a quand même une sacrée thématique
coloniale, postcoloniale, hein, aussi pour l'Espagne. Il y a aussi des départements qui commencent, je dirais, autour des années 2005, 2000, commencent à ouvrir les portes aux d'études culturelles, et c'est les départements de lettres. Vous êtes dans un département de lettres. Bon. Mais vous n'êtes pas en master de lettres, au sens strict de l'expression. Vous êtes dans un objet, comme je l'ai dit mercredi, non identifié académiquement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case. Voilà. C'est bien, on peut circuler quand il n'y a pas de case, entre les cases. C'est comme la BD. Hein. La BD, il faut faire attention, c'est toujours important, ce qui sépare les cases, les espaces. Entre, c'est là qu'on peut circuler, c'est-à-dire c'est là qu'on peut inventer aussi des choses. Donc, tant mieux, aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Vous avez la possibilité de suivre des cursus, certains complets, c'est-à-dire une licence puis un master, certains incomplets, celui dans lequel nous sommes. Il n'y a pour l'instant qu'un master. L'une de mes idées à long terme, c'est d'avoir une licence avec, mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Bref, n'est aujourd'hui, disons, relativement reconnu. Et on peut avoir un espace institutionnel tout de même conséquent pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc cette petite introduction pour vous dire que ce qui a longtemps freiné, effectivement, en France, c'est la non-reconnaissance institutionnelle. Pour les raisons que j'ai commencé à dire, que vous pouvez aussi imaginer, le fait de ne pas montrer patte blanche, voyez, de ne pas être identifiable, de poser des questions qui sont des questions toujours un peu à côté, hein, de déplacer les questions conventionnelles pour les reformuler peut-être d'une façon qui n'est pas exactement celle de l'orthodoxie disciplinaire. Bref, tout ça fait que les études culturelles ne sont pas, même si aujourd'hui elles sont installées dans l'université, même si elles sont installées tardivement, mais elles y sont quand même, elles ne sont pas non plus... à l'échelle mondiale, on est peut-être dans une autre situation, en tout cas dans les mondes américains, nord-américains, dans le monde anglo-saxon en général, hein, où il y a presque, on pourrait dire par un effet boomerang ou une drôle de retournement de situation, parfois presque des situations d'hégémonie disciplinaire qui se sont créées. C'est loin d'être le cas chez nous. Et on se trouve donc toujours avec cette discipline qui n'en est pas une, avec cette indiscipline. Indiscipline parce qu'elle n'obéit pas au codex des disciplines et qu'elle se fabrique elle-même au fur et à mesure qu'elle fait se rencontrer des formes et des types de regards sur des objets qui sont les objets culturels. Cette stratégie, elle est native. Ce n'est pas juste aujourd'hui. C'est la stratégie de départ des études culturelles telles que Hogarth et Thomson, Williams et Stuart Hall juste après vont leur donner naissance au début des années 60 en Angleterre. C'est la stratégie naissante puisque quand Hogarth arrive à l'université de Birmingham et qu'il va créer avec les autres, mais c'est lui qui en est le créateur institutionnel, le Centre d'études sur les cultures contemporaines, le CCCS, il le fait hors des inscriptions disciplinaires. Il crée un centre de recherche et il ne crée pas un département. Il n'est pas Hogarth, il vient des lettres. C'est quelqu'un qui est formé à la littérature anglaise, c'est un shakespearien. Voilà. Mais il ne crée pas son centre de recherche dans le département d'anglais à Birmingham. Il ne crée pas non plus, parce que les autres sont historiens, le centre dans le département d'histoire, ni de sciences sociales, ni de sociologie. Il va créer un centre de recherche indépendant, autonome, dans lequel, d'abord, il y a des activités de recherche, c'est-à-dire que des gens viennent faire des séminaires, les étudiants
Et les intervenants discutent, produisent des textes, des écrits, etc. Donc ça tourne quand même autour de la réflexion, de la recherche. Et les objets de recherche, puisque si précisément ils ne s'inscrivent pas dans le département d'anglais ou dans le département de sociologie, c'est qu'ils ne sont pas dans le canon disciplinaire. Pour le dire très vite, on va après rentrer dans le détail, on va lire ensemble le livre d'Hogarth cette année, donc ne vous inquiétez pas, il y a le temps d'y revenir, mais l'idée d'Hogarth, donc il vient du domaine des études de lettres, il est rodé à l'analyse des textes, il sait faire un commentaire, il sait analyser un style, etc. Mais en même temps, Hogarth, c'est pas quelqu'un qui vient d'Oxford ou de Cambridge, vous voyez. C'est quelqu'un qui est issu du monde ouvrier. La culture du pauvre vous raconte ça. Hogarth, comme les autres d'ailleurs, Thomson, pareil, Williams, pareil, sont des intellectuels, des universitaires issus du monde ouvrier. Ce qui, dans les années 30, n'est pas commun quand même en Angleterre. Pas commun déjà, mais pas commun en Angleterre en particulier, étant donné quand même que le système universitaire est assez déterminé par la position de classe. Donc ce sont des gens qui ont un bagage académique remarquable. E.P. Thompson, c'est un des très grands historiens anglais. Williams aussi, lui, c'est chercheur émérite en études anglicistes, mais qui ne sont pas estampillés par les grandes universités anglaises. Et donc Hogarth, il a cette double, j'allais dire culture, cette double nature, si vous voulez, d'avoir des outils avec lesquels il questionne les textes du canon académique, ce qu'on étudie dans le département d'anglais, la littérature canonique de l'Angleterre, Shakespeare en particulier, mais pas que, et d'avoir une expérience culturelle propre, de vie, qui est pour le moins différente de celle qu'il a reçue à l'université. Le coup de génie, si vous voulez, pour moi, de Hogarth et du livre et de ce qu'il propose au CCCS quand il le fonde, c'est en gros d'appliquer les outils qu'on utilise habituellement sur les textes canoniques, mais de les appliquer à des objets qui, eux, ne sont pas des objets canoniques, c'est-à-dire, par exemple, à la production culturelle liée au monde ouvrier de l'Angleterre des années 30-40. Là, vous avez déjà un des éléments vraiment fondateurs de ce que va être le regard ou la démarche étude culturelle. C'est-à-dire qui est une démarche d'interrogation d'objets non légitimes. Légitime, ça s'entend par rapport au canon culturel, précise, c'est pas dans ma bouche, là, c'est des objets non légitimes qu'on va questionner avec des outils d'analyse qui sont ceux, je dirais, qu'on a rodés, qui sont pertinents, mais qu'on va appliquer justement à des objets qui, eux, n'ont pas jusque-là de visibilité, en fait, de reconnaissance, de légitimité. Parmi les tout premiers travaux qui vont sortir de Birmingham, il y a cet intérêt important, central même, sur les cultures jeunes de l'époque, 64. C'est la naissance, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est le premier album des Rolling Stones, par exemple, c'est plein de choses, c'est les mods, c'est les rockers qui se foutent sur la gueule sur les plages de Brighton, c'est plein de choses qui se passent dans la culture que eux vont commencer à regarder avec des outils d'analyse qui sont des outils d'analyse littéraire, sémiotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont chercher le sens de ces phénomènes culturels, de ces productions culturelles, et en essayant évidemment de leur donner une légitimité, un intérêt, si vous voulez, un intérêt et un sens, une signification. C'est une démarche, c'est quelque chose déjà qui est à la base, c'est-à-dire que vous avez
des gens qui ont un bagage conceptuel, mais une expérience de vie qui est peut-être un peu en décalage par rapport à ce bagage. Et ils vont se servir en fait de cette dualité pour produire de nouveaux types de questions. Si aujourd'hui, parmi vous, voilà, ensemble, tout ça est un peu loin derrière, hein, je le sais bien, vous avez la possibilité de faire un mémoire sur le rap, c'est grâce à M. Hogarth. Vous voyez? Je dis ça, mais on pourrait prendre des tas d'autres objets. Tous les objets singuliers qui pourront être les vôtres. L'an dernier, j'ai pris cet exemple ce matin, donc je le garde. Une de vos camarades a travaillé sur les dreadlocks. Signification du dreadlocks. Elle a fait un mémoire super, vraiment passionnant. Voilà. Au début, je dis, bon, ok, bon. Mais ça a toute une signification culturelle, politique. Hein, voilà, bon, bref. Voilà. Tous ces questionnements, vous voyez, c'est-à-dire trouver du sens sur là où, a priori, le commun du jugement ne va pas en trouver. Hein. Ça, c'est une démarche qui vient de là. Alors, Hogarth est le début, la naissance du mouvement, oui, du mouvement, de ce type de choses. On va le suivre à travers son ouvrage qui est traduit par La culture du pauvre en français. Vous voyez, quand même, ça donne un coefficient déjà un peu étrange. En anglais, c'est pas du tout ça le titre. Le titre anglais du livre de Hogarth, c'est « Uses of Literacy ». Ça veut dire littéralement les usages de l'alphabétisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait lire? On pourrait le traduire plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le bagage de savoir lire? La réponse, ou du moins ce qu'il va essayer de donner, le cœur du livre, si vous voulez, la question qui est centrale dans le livre, c'est la suivante. On est au début des années 60, au moment, on va reparler de ça maintenant aussi un peu, au moment où vraiment la culture de masse est en train d'exploser. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle naît, hein. La culture de masse, elle naît au milieu du 19e. Elle est conditionnée par l'époque, parce que la culture de masse, c'est une culture qui est liée à la capacité de diffuser l'information de façon massive, à travers la presse à l'époque, et elle est liée à la production industrielle des biens. Donc elle est datée, c'est culture de masse, c'est 19e, milieu du 19e, si vous voulez, à la louche. Hein. Et on n'en est pas sorti. Toujours dedans. Donc, en 1960, jusque-là, je vais en parler un peu pour justement que vous ayez l'arrière-pays. Bien sûr qu'en 1930, 40, le cinéma est déjà là, bien sûr que la presse à grand tirage est déjà là, bien sûr que des tas de choses sont déjà là en matière de produits culturels, de consommation culturelle. Mais, et c'est ça l'objet d'Hogarth, ce grand mouvement d'accélération d'après-guerre, dans lequel, qui va aussi avec une décennie, disons, les années 60, c'est plutôt une décennie où économiquement ça va plutôt bien. C'est la reconstruction, c'est plutôt l'euphorie. La décennie d'après, les années 70, c'est l'inverse, c'est la dépression totale. Mais les années 60, ça va plutôt bien. Donc, la culture de masse, elle va exploser. Et comme la culture de masse, elle est liée à la technologie, à la question de la transmission, de la diffusion, elle va aussi exploser parce que les moyens de diffusion se généralisent, et celui qui se généralise en particulier à l'époque, il s'appelle la télévision. Entre parenthèses, l'un des autres grands thèmes d'études de début, et ça n'est pas sorti du champ des études culturelles, mais vraiment ça apparaît assez tôt, c'est la question des médias, l'étude des médias. C'est-à-dire, au lieu d'étudier les Trois Mousquetaires comme roman feuilleton typique du roman du 19e français, vous allez Watching Dallas. Vous allez étudier la série Dallas, mais vous allez l'étudier avec les outils d'analyse qui sont des outils sérieux, je dirais.
Et vous allez pouvoir faire quoi? Ben, vous allez pouvoir produire un discours d'analyse, de démontage, de critique, de montrer ce qui articule Dallas, quel est le message, pourquoi les méchants, pourquoi les gentils, est-ce qu'il y a de l'empathie, pourquoi est-ce qu'il faut une figure de super salaud absolument dans... Mais ça, c'est pas juste dans Dallas. Hein. Là, c'est déjà dans Les Trois Mousquetaires. Et oui, dans Les Trois Mousquetaires, il y a quand même le cardinal, qui n'est pas un mec très sympa quand même, et il y en a une qui est terrible. Elle trahit tout le monde. Milady, quand même. Donc il y a des figures de méchants, hein, déjà. Et c'est même constitutif de ces formes de récit. Hein. Feuilletonesque, littérature populaire au sens diffusion de la presse, il faut toujours un méchant. Ça veut dire qu'il faut une polarisation idéologique forte. Vous voyez, ben ça, vous pouvez très bien regarder les séries et vous dire, ah ben tiens, effectivement, ça fonctionne comme un feuilleton du 19e. Tiens, quoi? Un grand feuilleton français du début du XXe, on va faire des allers-retours, il s'appelle Fantomas. Peut-être vous avez eu l'occasion, il y a eu des films tardifs, etc. Mais Fantomas, c'est un roman feuilleton, donc ça, c'est la presse. Hein. C'est un super méchant, c'est un horrible, c'est un Joker puissance 10 000 en 1900. Il fait dérailler des trains, il assassine tout le monde, il fout des bombes, c'est une horreur, Fantomas. C'est un méchant, super méchant. La construction, parce que quand vous avez un super méchant, il n'y a pas 50 alternatives narratives. Hein. Soit il gagne, et puis alors là c'est l'anarchie totale, c'est la fin du monde, soit on finit quand même par arriver à le contrôler et on rétablit l'ordre par rapport au désordre, et ça c'est plutôt la structure des récits. Hein. Il vaut mieux ramener l'ordre à la fin pour que tout le monde soit un peu en sécurité. Bon, donc, des personnages comme ça qui vont constituer des fixations, des endroits où va se fixer justement une représentation, une idéologie, etc. C'est ça que vous allez commencer à démonter petit à petit quand vous regardez votre série, quand vous regardez, quand vous lisez votre feuilleton ou que vous faites n'importe quel type d'analyse sur des objets qui vous intéressent. Posez ces questions. Ah oui, mais où, quand, pourquoi, comment, qui c'est qui gagne d'une certaine façon, quelles sont les représentations en jeu. Voilà. Quand vous commencez à analyser, à décortiquer les objets culturels, vous tombez sur des choses très intéressantes. Ben, c'est ça la démarche. Alors, la démarche donc qui part de cette situation d'expansion très forte de la culture de masse, qui va avoir tendance, qui a tendance à faire quoi? Ben, à estomper, à effacer, à marginaliser, voire à détruire les cultures plus ciblées, plus spécifiques, qu'on peut dire de classe, mais qu'on peut aussi dire populaire, tout court. C'est la grande question de la culture du pauvre. Comment la culture ouvrière, qui est une culture que j'appelais spécifique, c'est-à-dire quand même constituée par un ethos, des valeurs, des pratiques, des types d'actions, des types d'objets, de passe-temps, de que sais-je. Il décrit tout ça, hein, regarde. Comment cette culture spécifique, liée à un milieu, liée même à une situation géographique, va se comporter dans le contexte d'une culture générale de masse qui touche donc tout le monde et qui va avoir tendance à s'imposer parce qu'elle a les vecteurs des médias et des technologies de diffusion. La grande question de la culture du pauvre, c'est ça. Au fond, regardez cette question comme elle est toujours aujourd'hui vibrante. C'est la question de quoi? C'est la question de la relation qui existe entre une culture minoritaire et une culture hégémonique. C'est exactement ça, la question d'Hogarth. Comment la culture ouvrière de l'Angleterre va survivre dans le contexte de la... Alors, on n'appelle pas la mondialisation en 64, mais dans un contexte qui est un contexte de culture globale. La culture de masse, elle est par essence une culture globale. Elle ne peut pas être autrement de masse, parce qu'elle est de masse.
Il y a un texte très intéressant, je reviens là-dessus, ça va être l'objet de la séance d'aujourd'hui. Je vous signale simplement que dans les textes que je vous ai donnés, il y en a un qu'il faudrait lire. Alors, est-ce que je l'ai oublié ? Si je ne l'ai pas, il est dans l'autre cours avec les M2 et je vous le mettrai. C'est un petit essai de Christopher Lasch, qui est un historien américain, qui est mort en 94-95, et qui s'appelle Culture populaire et culture de masse, je crois, tout simplement, qui est remarquable, qui est d'une clarté absolument fabuleuse sur cette question-là. Donc, lisez-le, je l'ai en PDF, je vous le donne évidemment, c'est pas très long. Ça peut faire l'objet d'une intervention de l'un d'entre vous, si vous voulez. Alors, pourquoi je mets en lumière cette question avant de vous raconter qui ils sont, je vous ai un peu dit d'où ils viennent, rapidement, on y reviendra. Mais pourquoi cette question ? Parce que, donc, le cœur du problème, pour les études culturelles en général, cette question de la résistance des formes culturelles ou des cultures minoritaires dans des contextes qui sont des contextes de domination, qui peuvent être linguistiques, qui peuvent être culturels, qui peuvent être plein de nature. Vous voyez, comme cette articulation-là, domination-résistance, qui sont quoi ? Qui est en fait la question du pouvoir. Comment l'exercice du pouvoir se fait ? Via les formes culturelles, à travers les formes culturelles, avec les formes culturelles, etc. D'où ça part ? Bien, il faut avoir un tout petit peu peut-être en tête cette idée, cette notion, qu'est-ce que c'est que la culture de masse ? Parce que c'est l'arrière-plan d'Hogarth, de réflexion d'Hogarth. Et c'est l'arrière-plan, je dirais, très large, très général aussi du développement des études culturelles, surtout à partir de cette réflexion ou capacité à réfléchir sur ce qui va essayer de s'opposer, si vous voulez, à cette culture de diffusion massive, identifiée sans trop de difficultés avec l'expansion du capitalisme. C'est une culture par essence capitaliste, la culture de masse. Pourquoi ? Parce que c'est une culture de profit. C'est tout. Donc, d'où ça vient, etc. Ben, ça vient du 19e, ça vient du moment où les sociétés occidentales passent, en gros, d'un type d'organisation qui est plutôt rural à ce qui va être un modèle industriel. Vous avez un phénomène, l'exode rural, les campagnes se vident, les gens, ils viennent en ville, ils constituent des masses de main-d'œuvre pour l'industrie qui est en train de s'installer et de devenir le moteur économique de l'Europe du 19e. Ça veut dire que la culture de masse, elle est déjà fondamentalement définie par le fait d'être en ville. Elle est une culture urbaine. Elle est liée à l'expansion des villes au 19e. Première chose. Elle est liée à l'installation d'une dynamique industrielle au cœur des sociétés occidentales. Elle est liée à la diffusion, à la presse, très précisément, c'est-à-dire aux médias d'information, aux médias de diffusion d'information. À l'époque, c'est la presse, mais, comme je vous l'ai dit, elle va très bien s'arranger de toutes les innovations technologiques, la culture de masse, et quand ça va être la radio, pas de problème, on va passer à la radio, quand on va passer à la télévision, aucun problème, la télévision, et puis aujourd'hui, Internet, les médias sociaux, et demain, sans doute encore, le fait de dessiner dans l'espace des écrans et qui vont apparaître plein d'images, etc. Elle est technophile. Elle adore la technologie. Ça lui permet, c'est un shoot à chaque fois d'énergie pour elle. Ça lui permet de repartir, redémultiplier les objets, relancer les productions, etc. Culture donc liée à l'expansion des villes, culture liée à la production industrielle de biens, culture liée à la diffusion de masse de l'information. De masse, c'est considérable quand même à l'époque, milieu du 19e à peu près. La production quotidienne, la consommation quotidienne de papier par la presse en France, c'est 200 tonnes par jour. 5 millions de lecteurs. On n'est pas 70 000 à l'époque, 70 millions en France. On est quoi ? Peut-être 15, 20 ? C'est donc, effectivement, ça touche beaucoup de monde.
Et c'est l'idée. Alors, il y a d'autres éléments qui la constituent progressivement. Mais vous voyez déjà cette idée de diffuser, produire en quantité. C'est une culture quantitative. Ce qui est aussi une rupture, parce que jusque-là, la culture, elle est plutôt définie par un critère qui est celui de la qualité. C'est qualitatif, la culture. Un tableau, une fois que Vinci il a peint la Joconde, alors on peut en refaire, les ateliers peuvent produire des doubles, mais la Joconde, il n'y en a qu'une. Une lithographie, c'est reproduit tant qu'on veut. Et chacune est un original. Vous achetez la lithographie, alors vous allez l'acheter moins cher que le tableau, évidemment, parce que le tableau, il n'y en a qu'un, mais chacun qui achète une lithographie achète une œuvre qui est une œuvre, sauf qu'elle est reproduite. Donc cette logique de la reproductibilité, elle est importante, ça nous amène vers un critère qui est un critère de quantité plutôt que de qualité dans l'expérience artistique. Mais c'est aussi fondamentalement la culture de masse. Il y a une culture qui s'adresse le plus largement possible aux gens qui vivent en ville. Et comment vous faites pour vous adresser le plus largement possible aux gens qui vivent en ville au milieu du 19e, je suis encore là, entre 1850 et 1890, sachant que tout le monde n'est pas literacy, alphabétisé à l'époque. Donc comment vous voulez faire, comment vous pouvez faire pour diffuser un message potentiellement à toute une population, tout en prenant en compte le fait qu'il y a une partie de la population qui peut-être ne peut pas lire. Publicité ? Oui, et la publicité, c'est quoi? Ça repose sur quoi? Ça repose sur une... Eh oui, je l'ai entendu. Une image. La publicité, oui, tout à fait. C'est le moment aussi où la publicité commence à gagner du terrain sur les murs des villes. Mais la publicité, c'est d'abord une image. Le coût de l'image, on ne va pas partir dans une perspective anthropologique trop longue, mais c'est aussi ce qui distingue dans la chrétienté le catholicisme du protestantisme, par exemple. Pourquoi les églises catholiques sont peintes? Elles sont peintes parce que les gens ne savaient pas lire, mais que par contre, en regardant les images, ils apprenaient l'histoire sainte. Donc c'est le même coup là. Vous êtes en ville, vous avez une quantité d'informations considérables qui sont distribuées, diffusées à tout le monde, et particulièrement par le biais des affiches, des publicités. À l'époque, il y a des colonnes en ville, qu'on appelle les colonnes Maurice, sur lesquelles on colle des affiches pour annoncer tout n'importe quoi, les foires, les spectacles, etc. Bref, l'idée, c'est que cette culture de masse, qui touche le plus de largement possible de gens dans une ville, elle est basée sur la visualité. Ce n'est pas une culture du texte, c'est une culture de l'image, de la vue. Mais quand vous êtes vu par donc tout le monde, voyez, la question de la provenance des gens qui vont traverser le boulevard, provenance sociale des gens, on commence à la trouver très secondaire. Pourquoi? Parce que vous soyez en 3 pièces, haute forme et canne et gants, ou en casquette et bleu de travail, vous allez voir la même chose, l'information vous sera donnée de la même manière, et potentiellement l'invitation sera la même, c'est-à-dire venez voir le spectacle de cirque, ou regardez les haltères, le champion, l'homme de fer, etc. Bref, tout ce qui peut être, j'y viens, c'est un autre élément capital dans cette culture qui se constitue au XIXe, tout ce qui est de l'ordre du spectacle. Visuel, ça veut dire ça. Ça veut dire que les productions de masse sont des productions qui s'adressent à la perception d'abord visuelle des gens et sur un mode qui est celui du spectaculaire. Regardez comme le XIXe siècle invente le spectacle. Jusque-là, le spectacle, si vous voulez voir un ballet, il faut aller à Versailles.
Mais vous n'entrez pas à Versailles comme ça, hein, croyez-moi. C'est réservé. Les places sont chères. Voilà. Donc, là, le 19e, il va inventer l'idée même de spectacle, en fait. Le café-concert, pour rester très français. Entre 1890 j'allais dire 2000, et 1900, l'âge d'or du café-concert, là, fin 19e, il y a 300 cafés-concerts dans Paris. Il y a 20 arrondissements, hein, il y avait un paquet de cafés-concerts par arrondissement. Et encore à l'époque, il n'y a peut-être pas autant d'arrondissements. Les cafés-concerts, ils vont se transformer assez rapidement en quoi? Music hall. Le music hall, c'est populaire, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est pas l'opéra à Versailles. Le spectacle de cirque, le spectacle sportif, on en sort là, tout juste, mais réfléchissez à ça. La naissance des Jeux Olympiques, le premier Tour de France, c'est 1902, je crois, le premier Tour de France. Les Jeux Olympiques, ben voilà, vous avez bien entendu que ça remonte à quand? Ça remonte à la fin du 19e. C'est la même idée. C'est plus un truc confidentiel entre aristos britanniques qui s'affrontent sur un terrain de tennis. C'est un sport qui devient spectacle public. Tout le monde peut y accéder, à condition d'acheter un ticket d'entrée. Voilà. Mais ça, j'y viens aussi à ça. Le spectacle, je ne sais pas si je l'ai mis dans votre cours, mais je l'ai montré à vos camarades précédents, puisque j'ai un cours en licence qui est quasiment le même que pour vous, une introduction aux études culturelles. Je leur ai montré ceci. Si c'est pas là, alors c'est dans l'autre encore, excusez-moi. J'en ai un certain nombre de cours ce semestre. Si c'est pas vous, c'est donc vos frères. Alors vos frères, ils sont là. Voilà. Eh bien, nous y sommes. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Oui, c'est écrit en gros, donc normalement, vous savez lire, ça ne devrait pas poser problème. 1890, ce monsieur-là, qu'on appelle communément Buffalo Bill, William Cody, qui est un ancien messager du Pony Express, fonde un show, un spectacle. En 1890, c'est fini. La frontière, elle est close, les Indiens, ils ont disparu, Wounded Knee, c'est derrière, les derniers massacres de Sioux, qu'on massacre à la mitraillette, il n'y a que des femmes et des enfants. Et voilà, après c'est réglé, hein, c'est sûr. C'est terminé, il n'y a plus de Sioux dans les plaines, bref. Lui, il invente, on ne peut pas dire autrement, un spectacle sur la mythologie de l'Ouest. Hein, donc les cow-boys et les Indiens. Il y a même une femme très célèbre à l'époque encore, qui est toujours vivante, qui s'appelle Calamity Jane. Vous connaissez Calamity Jane, c'est une grande figure du Far West. Hein. Il y a Billy the Kid, elle est Billy the Kid au féminin. Même Lucky Luke, il a un album avec Calamity Jane. Bref, c'est une tueuse, c'est une femme de l'Ouest, voilà, faut pas lui marcher sur les pieds, quoi. Elle fait partie du show. Donc, il se crée un spectacle, voyez, dans un immense Barnum, où on reconstitue des poursuites avec des Indiens qui sont là aussi, où on reconstitue des jeux de cow-boys, d'attraper les Mustangs au lasso, où on tire avec des numéros d'adresse, etc. Et le show de Buffalo Bill va tourner pendant 20 ans, quasiment à la Première Guerre mondiale. Pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi, dans le monde entier. Cette photo est prise à Paris, à Vincennes, en fait, à l'hippodrome de Vincennes, là où il s'installe, en 1910 ou 11. C'est des membres du show de Buffalo Bill. Donc vous avez aussi des Indiens. Donc on est dans une logique, et ça c'est un exemple peut-être caractéristique déjà de la logique d'hyperbole qui est celle des États-Unis, dans le show, dans le spectacle, mais elle est générale. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où la culture de masse, les propositions de spectacle sont des propositions de cet ordre-là. Même chose pour, je vous le disais, le sport. Bon, je vous ai mis quelques
quelques tableaux qui sont le fait de peintres d'avant-garde, à l'époque, Robert Delaunay, par exemple, 1910-12, qui peint des coureurs, qui peint, bon, ça c'est pas lui, mais c'est un autre, c'est une, Natalia Goncharova, cycliste, ou bien un autre cycliste, un homme fort, un haltérophile, hein, de cirque d'ailleurs, plutôt que de sport olympique. Bon, ça c'est un peu plus tard, c'est un match de foot un peu bizarre. Des boxeurs, hein, ou des rugbyman, l'équipe de Cardiff, toujours du même Delaunay. Ça c'est 1912. Alors peut-être vous ne comprenez pas trop pourquoi je vous montre ces tableaux-là. Mais simplement pour vous dire que les peintres jusque-là, enfin jusqu'à une date à peu près, peignent pas des cyclistes, hein. Encore moins des haltérophiles et encore moins des rugbymen. Jusque-là, on peint quoi? Même quand on est Cézanne, même quand on est Van Gogh ou Gauguin, c'est-à-dire même quand on est des peintres qui sont dans une rupture stylistique majeure, qui sont des peintres d'avant-garde, qui sont des peintres qui ne sont pas compris ni véritablement réceptionnés par leur propre temps, ils peignent quand même encore, je dirais, des sujets relativement conventionnels. Ils peignent des paysages, ils peignent des portraits, ils peignent des natures mortes, ils peignent des choses comme ça. Le dernier tableau de Van Gogh, Le chant avec les corbeaux, c'est un paysage absolument incroyable, mais c'est un paysage. Là, il commence à peindre d'autres types de sujets. Des sujets qui sont, eux, directement importés, d'où pas de la culture bourgeoise. Hein. L'haltérophile ou le cycliste, c'est pas le grand bourgeois parisien. Hein. Donc, ils vont chercher déjà des sujets dans des pratiques qui sont des pratiques culturelles populaires, notamment le sport, mais aussi le cirque, tout un tas de tableaux qui représentent le cirque au même moment. Hein. Comme pour envoyer un signal qui consiste aussi à donner une validité culturelle à ces pratiques-là. Le sport entre, lui aussi, dans ce qu'on peut considérer comme des objets culturels au sein de la culture de masse. Pourquoi? Parce que le sport peut facilement donner lieu à une dimension, à une dynamique de spectacle. Regardez aujourd'hui, regardez ce qui vient de se passer en France, à un moment très particulier quand même de notre histoire. Hein. On vient de vivre vraiment une parenthèse étonnante pendant 2 mois. Hein. C'est surprenant, c'est un effet très... c'est presque de la science-fiction, pour moi. Mais voilà, la capacité commune aux productions dites de masse de générer des spectacles de cette nature, c'est-à-dire des spectacles où vraiment le collectif est engagé. Donc la culture de masse qui se met en place dans le contexte de la presse de diffusion massive, qui est donc liée à l'industrie, à la production et à la reproduction potentielle des biens, qui se met en place dans un contexte urbain, avec une culture à dominante visuelle, qui va privilégier des formes qui sont des formes de spectacle, pas tellement la lecture des œuvres complètes de Hegel. Hein. Vous voyez, c'est pas tellement la chanson. Par contre, toutes les formes que je viens d'évoquer, oui. Hein. Buffalo Bill, le sport, le musical, etc., etc. Tout ça dans un contexte qui, si vous prenez une échelle historique un peu large, hein, 150 ans en gros, celle que je vous propose, nous met face à des sociétés qui évoluent dans quel sens? Qui globalement, en 150 ans, vont évoluer dans un sens qui est celui de la diminution régulière du temps de travail. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient qu'on retravaille 40 heures, ou qui d'autres trouvent que c'est 25, 48, 72, etc. Bref, on est à 35. Oui, mais il y a encore peut-être même pas 100 ans, la journée d'un ouvrier, c'est pas 7 ou 8 heures, hein, c'est 12 ou 14. Et les enfants à 14 ans, ils bossent. Donc, on est globalement, évidemment, je parle des sociétés industrialisées occidentales. On est dans des sociétés qui évoluent vers de plus en plus de ce qu'on appelle le temps libre, ou de diminution progressive du travail, du temps de travail. Et elles évoluent aussi dans quel sens?
c'est quand même un peu mieux la situation générale, même si je suis bien au courant, hein, comme vous, on entend parler tous les jours et je sais la réalité des choses, mais la question du pouvoir d'achat, etc. Mais oui, mais enfin, votre pouvoir d'achat par rapport à celle d'un ouvrier de 1900, waouh! Et l'écart. Donc, on est effectivement dans des sociétés qui vont libérer du temps et libérer un peu de pouvoir économique. Un peu. Mais c'est déjà ça. Donc la question de la culture de masse, dans un contexte de cette nature, ça veut dire qu'il va y avoir un investissement de plus en plus grand, de plus en plus possible, dans les moments de non-travail, dans les moments de temps libre, hein, d'investissement des gens dans ces formes culturelles, collectives, spectaculaires, etc. Je prends un autre exemple qui nous rapproche un peu de Hogarth. Jusque dans les années 50-60, l'un des éléments structurants de la culture ouvrière, dans le nord de l'Angleterre, mais dans le nord de la France et ailleurs aussi, c'est souvent, après la journée de travail, le passage par le pub ou le café. Vous allez boire un verre, les gens vont boire un verre, se retrouvent au café, discutent de la journée de travail, et puis rentrent chez eux. À partir de cette époque, fin 50, début 60, à partir du moment où il y a un objet qui apparaît dans les pubs, qui va petit à petit, et puis surtout il apparaît dans les pubs, mais il apparaît aussi dans les maisons individuelles, il va changer les formes de socialité. Cet objet s'appelle la télévision. Vous allez beaucoup moins aller dans les pubs. Vous voyez, quand il y a la télévision à la maison, vous allez aller à la télévision. Donc la forme de socialité propre au monde ouvrier que décrit Hogarth, qu'a connu Hogarth, par exemple, dans les années 30-40, hein, s'étiole, disparaît, pas en soi parce que les gens n'ont plus envie d'aller picoler une Guinness, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a un objet, un média, qui va prendre tout simplement la place. Et donc, comment est-ce que la culture ouvrière de l'Angleterre des années 30 va pouvoir pas disparaître, en fait, vous voyez, alors que par le développement massif de la télévision, etc., ou d'autres choses, ce qu'il a constitué va être touché. Ça, ce sont les questions qu'il va poser dans ce livre. Comment est-ce que les deux peuvent faire en sorte que... Est-ce que le danger est mortel? Est-ce que... J'avais, avec vos camarades avant, une très belle discussion qui a démarré sur la question de ces relations entre majeurs, mineurs, à partir des problématiques de langue. Je parlais on est parti sur le rapport entre créole et français. Voilà. Mais ça vaut le coup d'appliquer le raisonnement, de réfléchir en matière de langue, sur toute forme de langue qui serait une langue de minorité par rapport à une langue de majorité. Et ce qu'on disait, je ne vais pas refaire le débat parce que vous étiez là, mais l'une des choses, c'est pour illustrer cette question des résistances potentielles ou des formes de maintien. Comment est-ce qu'une langue fait quand elle ne contient pas le mot pour désigner une réalité? Il y a un objet, là, voilà, mais ma langue ne peut pas le dire parce qu'il n'existe pas, en fait, dans mon horizon linguistique, culturel. Voilà. On est parti de là. Et l'une des stratégies littéraires classiques, c'est la métaphorisation, la description. Vous allez tourner autour, vous allez faire comprendre de quoi il s'agit, mais vous n'avez pas le mot pour le dire. Une des autres stratégies, c'est l'import du mot tel quel. Vous prenez et vous le balancez dans le français, par exemple. Ce qui va créer un effet de défamiliarisation, qui va créer un bouger, qui va créer au niveau du sens, où celui qui ne connaît pas le mot, il va être obligé, soit il va s'en ficher, il va passer par-dessus, il va essayer de comprendre contextuellement le truc, soit il va être interloqué, il va s'arrêter, il va chercher à comprendre. Bon. Là, vous avez linguistiquement une sorte de micro-résistance. Ça fonctionne aussi très très bien, et peut-être même encore mieux, si on raisonne en termes de syntaxe plutôt que de mots, que de lexique. Vous avez une langue dominante, peu importe laquelle d'ailleurs, l'espagnol, l'anglais, le français, voilà.
et vous allez garder la superstructure de cette langue, mais vous allez modifier l'infrastructure, sa structure de cœur, c'est-à-dire sa syntaxe. Vous allez, par exemple, importer une syntaxe, je dis n'importe quoi, hein, donc ne m'en voulez pas si l'exemple ne matche pas, mais vous allez importer une syntaxe guarani dans une langue brésilienne, donc portugaise ou espagnole, selon la zone où vous vous trouvez, si c'est au Brésil ou ailleurs. Voilà. Vous allez importer une structure syntaxique, je disais tout à l'heure l'exemple, créole dans un français qui reste un usage du français, entre guillemets, orthonormé. Il va y avoir ces mouvements-là, il va y avoir ces bougées. D'un coup, c'est bizarre. On comprend très bien la phrase, mais en même temps, paf, il se passe un truc. Il y a des théoriciens de la traduction aussi qui raisonnent comme ça. Quand vous privilégiez pas la langue d'arrivée, c'est-à-dire celle dans laquelle vous allez traduire, que vous lissez en général pour que ça n'accroche pas justement à l'oreille de celui qui va lire ou entendre, mais que vous gardez plutôt une trace profonde de la langue de départ. Donc vous allez bouger la syntaxe de la langue d'arrivée, par exemple, pour conserver quelque chose de la bizarreté de la syntaxe de départ. Chose comme ça. Hölderlin, il faisait ça avec le grec. Il traduisait le grec dans l'allemand, mais en défonçant la syntaxe allemande avec la syntaxe grecque, par exemple. Donc ça donne un allemand, on comprend, mais en même temps, c'est bizarre. Donc tout ça, ce sont des pistes aussi, des choses que je commence un peu, des jalons que je commence à poser pour vous amener vraiment à cette question de la... qui est une très grande question qui traverse toute l'histoire des études culturelles, pour le coup celle-là, et qui consiste à réfléchir aux relations, ce qu'on appelle les relations de pouvoir, aux rapports de pouvoir, vous voyez, qui s'opèrent à l'intérieur des objets culturels, ou à partir desquels objets culturels vous pouvez justement réfléchir à ce qui est en jeu comme relation de pouvoir ou de domination. Voilà, donc il commence à penser à ces choses-là, Hogarth, à partir de cet arrière-plan qui est le constat que la culture de masse, telle que je l'ai un petit peu décrite, hein, donc une culture qui est une culture aussi, ça je ne vais pas insister, je vais le dire maintenant, puisqu'elle s'adresse à tout le monde indistinctement. Ouais, vous avez compris, c'est indistinctement, ça veut dire, peu importe votre appartenance, votre identité, votre origine, vous êtes potentiellement touché de la même manière. Donc elle est logiquement, cette culture, homogénéisante. Elle vise plutôt justement une sorte de grande unité, de grande entité. Et elle a pour, je dirais, un peu principe peut-être de fond, puisqu'elle s'adresse aux gens indépendamment de leurs particularités, elle s'adresse à quoi? Elle s'adresse en fait à ce qui est commun à tous les gens à l'intérieur de la société, indépendamment de toutes leurs particularités possibles et imaginables. Et ce qui est commun, c'est quoi? C'est un statut. Ce statut, c'est celui de consommateur. Quelle que soit votre identité, au sens le plus général, générique possible, hein, voilà. On a tous en commun, en tout cas nous tous qui vivons dans la société au sein de laquelle nous vivons là aujourd'hui, ou lui dans les années 60, on a en commun d'être des consommateurs. Alors vous pouvez consommer plus, moins, vous pouvez consommer avec délicatesse ou exubérance, vous pouvez... voyez, mais vous êtes forcément touché à un moment ou à un autre par ce fait que nous sommes communément, nous consommons communément. C'est notre activité commune. On le fait de différentes façons, justement, singularité. On le fait... Mais ça, la culture de masse, elle est très forte, elle a très bien compris. Elle va après spécifier, elle va après singulariser, elle va intégrer les singularités tout en préservant l'homogénéité qui est en fait l'homogénéité de consommation. Donc c'est dur de résister effectivement dans ce cas-là. Et c'est que par où on va s'y prendre? On va s'y prendre par exemple, et là on est en plein dans les études culturelles des années 60-70,
On va s'y prendre en faisant une sorte de grande rupture culturelle. On va envoyer valser la reine, par exemple, No Future, The Queen is Dead, Anarchy in the UK. Ouais. Oui, mais bon, 77, effectivement, bam, ça explose. Ça a aussi des tas de raisons internes au rock, l'émergence du punk, mais ça a des tas de raisons sociales, etc. Oui, l'Angleterre des années 70, c'est pas drôle, hein, franchement. Les années 60, c'est swinging, c'est parfait, tout le monde s'éclate, très bien. Mais les années 70, c'est la dégringolade. C'est une crise sociale infinie, c'est une situation sociale économique très compliquée, et politiquement aussi, c'est effectivement l'anarchie au milieu des années 70. Les gouvernements arrivent absolument plus à... Bref, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc le punk, c'est aussi un moment particulier, c'est un moment de l'histoire de la musique, c'est aussi un moment très singulier de l'histoire sociale, économique et culturelle de l'Angleterre. Oui, mais bon, et 10 ans après, on a déjà un petit peu lessivé tout ça. On a des cartes postales, tiens, des cartes postales par hasard, des cartes postales, avec des magnifiques crêtes iroquoises qui sont là pour estampiller quoi, Londres. Ouais, un des signaux culturels de Londres, c'est la crête rouge et verte. Oui, enfin, là, on marche sur la tête, si j'ose dire, parce qu'à la base, c'est précisément l'inverse que signifie la crête rouge et verte. Donc, vous êtes, et ça, on peut reprendre à chaque fois les exemples. Dans le plus, je dirais, le plus facile, c'est la musique. Parce que le schéma se rejoue. Il se rejoue depuis Elvis Presley. Vous avez vu Elvis Presley sur scène? Non, vous vous foutez d'Elvis Presley, vous ne regardez plus Elvis Presley. Mais vous avez tort. Regardez Elvis Presley sur scène. Regardez comment Elvis Presley se déhanche. Et imaginez-vous les années 50 en Alabama. Déjà, aujourd'hui, en Alabama, c'est chaud pour certains trucs. Et c'est les États qui interdisent l'avortement, tout ça. Le sud-sud profond. Donc, il vient de là. Il vient du Tennessee, il vient du sud. Imaginez les années 50, un mec qui se déhanche d'une façon absolument suggestive, mais que même Prince et Michael Jackson, ils n'ont pas fait mieux. Bon. Mais Elvis Presley, c'est de la provoque. Oui, bien sûr, c'est de la provoque. Mais c'est aussi une première grande machine à produire du disque. Et le disque, c'est quoi? Le disque, c'est un objet de consommation. Et la logique va se reproduire à chaque fois. C'est pas que ça met en jeu l'honnêteté ou l'authenticité de Presley au début, de Mick Jagger après, de Madonna, quand Madonna elle est à moitié à poil sur scène au milieu des années 80 ou début 90. C'est un peu... Ouais, c'est pas encore vraiment fait à l'époque. Donc, à chaque fois, on peut, évidemment... Oui, mais... Le oui, mais, c'est que tout ça reste pris, ça c'est l'histoire de la musique pop dans toute sa généralité, dépendamment des catégories ou des familles. Elle reste prise, la musique pop, dans une logique qui est une logique de production industrielle. Le but, c'est les albums. Et le but des albums, c'est les charts, c'est d'être dans le top 10. Et le top 10, ça fait quoi? Ça fait que vous vendez encore plus, etc., etc. Cette logique, c'est la même, y compris quand vous êtes dans des situations qui occupent initialement un terrain qui est un terrain de rupture musicale, culturelle, des codes, etc. Vous voulez prendre une musique qui est plus proche de vous dans le temps que Presley ou que le punk, prenons le rap. Moi, je suis à peu près de la génération qui a vu émerger le rap. Au sens, mon oreille, elle est faite avant, mais les années 80 et 90, je suis adulte, je vois ce qui se passe. C'est le même... Le rap du début, fin 80 ou truc comme ça, c'est jamais que des punks dans un autre contexte. C'est la même chose. La même, entre guillemets, violence symbolique. C'est pas la même forme de violence. Je trouve le rap beaucoup plus sexiste, par exemple, que le punk. Le punk, ils n'en avaient rien à foutre de cette question. Eux, c'était politique, c'était Thatcher, quoi. Il fallait taper sur Margaret Thatcher. C'était ça l'idée. C'est pas les mêmes textes, si vous écoutez les textes, c'est assez différent. Mais bon, quand même, la charge, elle est puissante. On retrouve le même type de puissance
chez, je ne sais pas, X, Y ou Z dans le monde du rap. On retrouve cette logique, si vous voulez, systématiquement. Aujourd'hui, peut-être les rappeurs les plus incisifs, il y en a qui se sont fait buter, ça c'est aussi logique, mais parce qu'il y a des questions aussi de label. Souvent, les meurtres dans la musique, ils ont lien d'une façon ou d'une autre avec la question des studios et des productions derrière. Mais il y en a aussi qui sont devenus multimilliardaires. Alors, elle est où aujourd'hui la puissance protestataire, voyez, si vous considérez ça. Mais c'est pas un reproche. Mick Jagger, il est milliardaire aussi, et depuis longtemps. Sticky Fingers, il est déjà milliardaire. Il est milliardaire à Exile on Main Street, peut-être, qui est un immense album, peut-être le plus grand des Stones, c'est mon avis personnel. Mais c'est tôt, c'est les début des années 70. Ils sont déjà multimilliardaires. Ils vivent dans des maisons à Cannes, ils prennent des avions, ils sont défoncés à la cocaïne 24 heures sur 24. Enfin, il y a de l'argent partout. Vous voyez ? Partout. Dans ça, on n'a rien inventé sous le soleil aujourd'hui, il y a 25 ans ou il y a 50 ans. Les logiques sont les mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui détermine ces logiques. Pourquoi ? Pourquoi l'industrie du disque, l'industrie de la musique a besoin de Madonna à poil, de Sid Vicious sur scène, de Iggy Pop qui s'entaille les veines. Pourquoi ils ont besoin ? Pourquoi l'industrie du disque a besoin de ça ? Et parce que s'il n'y a pas ça, vous ne faites pas tourner la machine à billets. Il faut qu'il y ait de la provoque, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche, qui attire, qui provoque une sorte d'engouement, peu importe le terme que vous voulez utiliser. Mais c'est ça la logique. C'est vraiment une logique qui ne... C'est très délicat parce que l'authenticité des artistes n'est pas en jeu. Quand il commence, Iggy Pop, il est fondu depuis le début. C'est pas quelqu'un qui s'est mis à jouer à Iggy Pop au début. Les Stooges, c'est un groupe de tarés complets. Donc ils sont dans l'authenticité absolue, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais malheureusement, l'authenticité, elle n'est pas seule dans le business de la musique. Et la musique est un des plus grands business imaginables. Je vous donne un autre exemple dans l'histoire du rock, on aura à en reparler, mais qui est la naissance de ce qu'on appelle le rock psychédélique, c'est-à-dire en gros 65-67 aux États-Unis, et en particulier à San Francisco. Il y a deux scènes à l'époque, il y a Los Angeles et puis San Francisco. Los Angeles, ils sont déjà dans le business. Zappa, tout ça, ils savent déjà faire de l'argent comme il faut. C'est un musicien génie, absolu. Et il a compris déjà pas mal de choses. Et par exemple, il ne touche pas aux drogues, Zappa. Il fume, il boit, même cigarette, je ne suis pas sûr, un café à fond, mais il ne se drogue pas. C'est un des rares de l'époque. Bon, San Francisco, c'est tout à fait une autre histoire. Quand la scène émerge autour de 65, des groupes comme le Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, les grands groupes de rock de San Francisco de cette époque-là, sont des groupes live. C'est intentionnel, ça, au départ. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, justement, entrer en studio, ils ne veulent pas passer dans l'industrie, ils ne veulent pas devenir des outils, en fait, économiques des studios. Ils restent dans un moment qu'on pourrait appeler d'expérience pure. C'est aussi le moment où les drogues psychédéliques, l'acide en particulier, n'est pas encore réglementé, et ça participe des spectacles. Ils font des concerts qui durent X heures, ils sont sous acide, la plupart du temps le public aussi, et ils jouent des morceaux qui peuvent durer 25 minutes. Ça va durer 2 ans. Il y a quelque chose qui est pur en termes d'expérience musicale, d'expérience communautaire, d'expérience donc de vie, de quelque chose qui est une proposition culturelle, sociale, très 60s, bien sûr, mais qui a le mérite d'être total. 2 ans après, ils vont entrer en studio. Mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas pour autant qu'ils sont devenus des mauvais musiciens. C'est qu'on ne peut pas difficilement résister à cette dynamique, à cette logique qui dépasse les individus. Si vous êtes un peu dans l'histoire du rock, regardez ce qui arrive à des gens comme Kurt Cobain, etc.
Cobain, il ne supporte pas ça, là, il y laisse la peau. Voilà. Pourtant, c'est un excellent musicien. C'est un album qui sort en 91, l'album de Nirvana, c'est un monument de l'histoire du rock. Bon. Voilà. Donc, ça, ce sont des logiques très systématiques, systémiques, en fait, hein, qu'on retrouve au cœur de la culture de masse. Là, je l'ai pris avec le problème, enfin, avec la musique, mais on pourrait très bien aussi s'intéresser au cinéma, regarder ce qui arrive à des acteurs, des actrices. Pour rester dans les années 50, regarder ce qui arrive à Marilyn Monroe, par exemple. C'est le même genre de problème. Hein. Donc, comment est-ce que, et ça, je reviens à ma question d'Hogarth, mais vous voyez que les cercles concentriques définissent quand même, je pense, peu à peu la zone. La question d'Hogarth, elle est vraiment importante, en fait, puisqu'il voit assez tôt, il n'est pas le seul, hein, attention, il y a des gens qui ont compris et vu et décrit les mécanismes de la société de masse bien avant déjà, hein, mais lui, il le saisit à un moment où, effectivement, ça accélère, où l'Angleterre est en avance un petit peu de ce point de vue-là, par exemple sur la France, sur la pénétration de la télévision. Hein, ça arrive avec les États-Unis, l'Angleterre est un peu en avance sur le continent. Et il va commencer à s'interroger à ce qu'il est, ou sur ce qu'il est possible de faire. Et donc pour ça, il va falloir s'intéresser à ce qui se passe sous leurs yeux. Il va falloir analyser ces mouvements, il va falloir analyser ces moments, ces formes, ces productions, ces discours, etc., pour y voir clair, en fait, hein, sur ces relations, sur les liens entre les mods et les rockers. Bah oui, les rockers, à l'époque, ils sont une culture de minorité, les blousons noirs, ce qu'on appelait en France les blousons noirs. Hein, voilà. Les perfectos, quoi. Oui, c'est une culture minoritaire, etc. Donc, comment elle fonctionne, quels sont les codes, comment... Et donc, on va commencer à s'intéresser, par exemple, le livre qui est traduit par sous-culture et qui porte sur le punk, on va commencer à s'intéresser au code vestimentaire. Parce que le texte que vous portez, un punk, il porte un texte sur lui. Ouais, sur le marquage physique, corporel, c'est des choses qui sont assez précoces. Aujourd'hui, la question de la modification corporelle est devenue beaucoup plus, je dirais, mainstream. Elle s'est diffusée, elle touche beaucoup plus de monde. À l'époque, c'est pas tout le monde qui se plante 40 épingles à nourrice dans les narines, etc. Donc, c'est ça qu'ils vont aller voir. Ils vont dire, non, là, il se passe quelque chose. Là, il y a du texte. Là, il y a un message. Il y a quelque chose à lire, en fait. Et donc, on commence à s'intéresser, par exemple, aux modes vestimentaires. On va s'intéresser au type de comportement. On va s'intéresser aux lieux qui sont fréquentés par les uns, les autres, les groupes. Tel groupe va là plutôt que là, etc. Donc une sorte de territorialité, hein, etc., etc. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais commencer à avoir la langue qui sèche. On a encore un peu de temps, donc il faut que je prenne une inspiration et que je continue. Donc, bon, ça c'était un peu pour vous dire, voilà, pensez à partir de cette idée que l'arrière-plan, si vous voulez, ça va être une interrogation de ce qu'est la culture de masse, qui n'est pas une interrogation nouvelle, ça sera pour la prochaine fois, parce que là, j'ai plus l'énergie. C'est un questionnement qui, en fait, accompagne quasiment cette mise en place, historiquement. Donc, au milieu du 19e, vous avez déjà des gens qui commencent à réfléchir aux conséquences, par exemple, de l'industrialisation. Qui vont commencer à s'intéresser au progrès de l'alphabétisation et ce que ça va entraîner comme conséquence. Dans une position qui est très largement une position un peu d'inquiétude face à la technique, à la modernité, hein, un discours inquiet, voilà,
sur la disparition de ce qui fait l'organicité de la société, le fait que la société est un tout cohérent. Il voit bien, très tôt, que les logiques de la modernité et la question de la masse, ça va amener des logiques de dissociation. Il va y avoir des choses qui vont disparaître, partir, se transformer, etc. Mais, donc c'est pas tout neuf. Il faut avoir un peu cette idée de ce qu'est justement la constitution, la mise en place de la société de masse, de la culture de masse. Il faut aussi avoir en tête que le discours analytique sur cette forme de société et cette forme de culture, lui aussi, a des arrière-bases. Il est déjà là au 19e, il est là au début du 20e, il est là dans d'autres zones territoriales, pas qu'en Angleterre. Les Allemands ont un truc qui s'appelle la Kulturkritik, la critique de la culture, qui remonte en gros à Marx, voilà, au milieu du 19e, à Marx, à Nietzsche, à la fin du 19e, qui va regarder la culture de masse qui s'est déjà installée, la culture qui va déboucher, par exemple, sur une question qui, moi, m'intéresse, si vous voulez, on pourra l'aborder, qui est la question du kitsch, qui est une question très intéressante en études culturelles, mais qui est aussi liée à l'émergence de la société de masse et de production de masse d'objets qui sont des objets d'ersatz. Le kitsch, c'est, vous avez quoi? Au milieu du 19e, bon, vous avez ce qu'on peut appeler une sorte de bourgeoisie moyenne, de petite bourgeoisie qui s'est constituée. De commerçants, etc. Elle a un peu de pouvoir économique. Mais ce n'est pas le pouvoir économique de la bourgeoisie et de feu l'aristocratie, ou qu'à moitié feu. Parce que l'aristocratie s'est mêlée à la haute bourgeoisie pour maintenir, c'est l'un des grands enseignements de la Révolution française. Bon... Donc il y a une bourgeoisie moyenne qui s'est constituée en Europe par l'émergence des questions liées à tout ce que j'ai évoqué, la constitution d'une société industrielle, etc. Et cette frange de bourgeoisie moyenne, qui a un petit pouvoir économique, elle a aussi, je dirais, une sorte d'envie symbolique. Et ça, c'est tout à fait classique et normal. C'est-à-dire qu'elle, oui, mais elle ne peut pas s'acheter le tableau, elle ne peut pas s'acheter le truc en or massif. Ça, elle n'a pas les moyens économiques. Ça reste encore le propre de la grande bourgeoisie. Mais par contre, on peut fabriquer des choses qui ressemblent à. Et nous y voilà. Donc on va fabriquer des bibelots qui ressemblent. Vous avez... Bonsoir. Non, c'est la 02. La 03, elle est probablement de l'autre côté. Merci, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, on va fabriquer des objets qui vont ressembler à... C'est comme le Canada Dry, quoi. Vous avez connu cette pub, non? Vous n'avez pas connu la pub pour le Canada Dry, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui est une sorte d'ersatz. Puisqu'on ne peut pas avoir l'or massif, on va avoir le plaqué. Puisqu'on ne peut pas avoir la statue grecque dans le jardin, on va avoir le nain de jardin. Je dis ça un peu par boutade et pour me distraire un peu, parce que je commence à surchauffer. Mais la logique, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on va produire des objets qui sont démultipliables industriellement, donc qui peuvent être vendus à beaucoup de gens, qui vont l'acheter comme signe, en quelque sorte, de richesse, et sauf que ça a l'apparence, mais ça n'a pas la réalité. Ça, c'est le moment de naissance du kitsch. Le kitsch, c'est une production industrielle de masse d'objets qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne et qui peuvent s'appeler des bibelots, si vous voulez, pour décorer, quoi. Jusque-là, on n'achète pas des objets tellement pour décorer quand on est dans une frange économique relativement... voilà, on a ce qu'il faut, mais pas trop quand même. On achète ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Et le surplus, vous voyez, le kitsch, c'est ce surplus-là. Le bibelot, c'est ce petit surplus-là. Donc ça naît au milieu du 19e.
pour les mêmes raisons, dans le même contexte. Ben, dès ces années-là, il y a des gens, des philosophes, on n'appelle pas ça sociologue encore à l'époque, puisque la sociologie n'existe pas comme discipline. La sociologie, elle va naître au début du XXe. La sociologie, c'est une fille bâtarde de la philosophie. Toutes les sciences humaines sont des filles bâtardes de la philosophie, en fait. L'anthropologie, la sociologie, tout ça, ça vient, ça sort, ça s'arrache à la philosophie, telle qu'elle est au XIXe siècle. Et ça se passe tout à peu près au même moment, à la fin du XIXe, au début du XXe. Mais en tout cas, des essayistes, des gens qui réfléchissent, qui écrivent, et qui écrivent sur ce qu'ils voient, constatent dans le monde qui les entoure. Donc ce rapport-là, ce rapport de lecture critique de la culture, il a déjà lieu au XIXe, il a lieu en Allemagne, il a lieu en Angleterre, il a même lieu... La 03, c'est de l'autre côté. La 03, c'est de l'autre côté. Je vais mettre un panneau. Donc oui, ils ne sont pas les seuls, hein, mais ça on y reviendra, on reprendra les choses de façon un petit peu plus chronologique et systématique pour que vous ayez les éléments à la fois historiques et je dirais les arguments qui sont employés. Une dernière remarque, et puis après je vais revenir à des choses plus terre à terre, parce que là je suis fatigué, je vous l'avoue. Une dernière remarque là-dessus. Vous voyez que dans le même mouvement, il y a aussi, je vous ai dit, il y a une considération qui est portée, justement, qui n'est pas portée tellement jusque-là, sur des choses, sur des productions mineures, sur des productions marginales, sur des productions secondaires, auxquelles le regard confère en fait un statut culturel à part entière. Donc c'est aussi ça, c'est aussi le déplacement de regard qui va se porter vers des objets qui sont jusque-là hors de la lentille de regard, ce qui veut dire que par rapport à cette notion de culture qui est au centre, les études culturelles, elles étudient la culture. Elles étudient quoi? La culture, vous avez bien compris qu'on ne se contente pas d'étudier Shakespeare, Goethe et Dante. Voilà. On n'étudie pas la culture canonique. On n'étudie pas ce qui est la culture au sens, oui, voilà, canon national, les grandes œuvres. Voilà. Ça, c'est une conception un peu datée et surtout un peu sociologiquement datée. Conception très bourgeoise de la culture. Parce que qui définit ces grandes œuvres? Ceux qui en sont les porteurs, d'une certaine façon, en l'occurrence. Voilà. Donc c'est plus tellement comme ça qu'on va comprendre la culture. On va la comprendre, et ça c'est ce qu'ils apportent, précisément parce qu'ils apportent ça à partir de plusieurs disciplines, et qui n'ont pas une définition commune. Ils ont des zones d'intérêt commun, plutôt. On va commencer à définir la culture par extension. On ne va plus définir la culture comme œuvre canonique, un peu immortelle, un peu, voilà, c'est là, on n'y touche pas, on révère et on dit que c'est intouchable et indépassable, que ça quintessencie la culture nationale. Je trouve assez injuste, c'est que les Espagnols, ils ont une œuvre vraiment géniale pour quintessencier la culture espagnole, ils ont Don Quichotte. Ça, c'est quand même un truc que je leur envie. Mais enfin, voilà, on peut plus trop avoir ce regard qui rapporte toute une culture à une œuvre, à l'expression d'une œuvre, à l'expression des grands esprits, etc., etc. On a plutôt une définition qui va être de nature anthropologique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce que, au fond, l'homme produit comme artefact, comme... Mais il ne produit pas que des objets, il produit aussi des attitudes. Quand je vous ai dit, on commence à étudier le style à propos du punk. Le style, il est vestimentaire, mais il est aussi fondamentalement dans la posture. Je ne veux pas faire de gestes indélicats, mais voilà, il y a des tas de gestes qu'on pourrait faire et qui sont très intéressants à étudier.
et qui sont liés, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes. Vous ne trouvez pas, certains sont communs, mais ceux-là, ils sont presque universels. Mais, il y a quand même des gestes qui sont aussi assez spécifiques. Des positionnements de main, je sais pas, des tas de choses qui sont des mimiques. Voilà. Donc tout ça entre petit à petit dans cette définition large, contextuelle de la culture. On va y revenir sur ces questions-là. C'est comme ça qu'ils la définissent. Williams, dans un des extraits que vous avez sur comment ça s'appelle, Moodle, que vous avez probablement ici, voilà. L'introduction de son livre Culture and Society, qui date de 1958, c'est l'autre livre fondateur. Il y a le livre de Hogarth et puis il y a le livre de Raymond Williams, qui redéfinit la notion de culture en l'élargissant, voilà, en disant c'est plus les œuvres canoniques, c'est beaucoup plus vaste comme type de production. Je vous demande, je vais finir juste là-dessus, je vais vous demander de lire évidemment ces passages. Vous avez dans les livres aussi, normalement, les livres de Williams, dans Culture and Society, vous l'avez en anglais, en intégralité. Culture d'en haut, culture d'en bas aussi, tout ça, ça tourne autour des mêmes idées. Extension du domaine de la définition, prise en compte de phénomènes qui, jusque-là, ne font pas partie de l'horizon, la gestuelle, tout ça, par exemple, sont des marqueurs culturels. Donc vous voyez qu'on est en train quand même de changer assez radicalement de plateforme et de regarder les choses vraiment d'un autre point de vue. C'est ce qui permet, dans le cadre des d'études culturelles, ce qui vous permet d'étudier, si vous en avez envie, la question des dreadlocks, le rap, le cinéma, une question liée à des problématiques de rapport, de domination, de sexisme, etc., etc. C'est parce que la définition du champ de culture, elle est à 360 degrés. Sinon, si la culture, c'était les textes, alors vous n'étudieriez pas les dreadlocks, le jeu vidéo, vous iriez ailleurs pour le faire, vous ne vous intéresserez pas... ouais. Donc le fait même que vos intérêts, vos projets, vos idées, etc., soient aussi vastes, ou les questions de politique culturelle, par exemple, d'inclusivité culturelle, des choses comme ça. Ouais. Tout ça, ça fait partie du champ de la culture, tel que les études culturelles, et en particulier Hogarth et Williams, le redéfinissent, le champ. C'est vraiment une ouverture à soit des pratiques, soit des objets qui ne sont pas jusque-là validés, si vous voulez, culturellement, estampillés, mais traités par le fait d'être écartés. Bien, donc j'arrête là pour cette première séance un peu de réflexion générale sur ce que j'appelle l'arrière-pays. Partez pas, c'est pas fini, on a encore 10 minutes. Je vous ai parlé, donc, est-ce que je vous ai parlé, parce que là je suis au 4e cours de la journée, je crois que je commence à me mêler un peu les pinceaux. Évaluation, on a parlé ou pas? Oui, écrit. Dossier, sujet que vous voulez, très bien. Parfait. Alors, comme c'est pas un cours magistral, en théorie, c'est pas un cours magistral, c'est un séminaire de recherche. Bon, le problème, c'est que vous êtes 50 et que un séminaire de recherche à 50, c'est compliqué à monter, aussi compliqué à monter qu'un séminaire à 3. Parce qu'à 3, on se regarde en chien de fusil, et au bout d'un moment, on se connaît bien par cœur. À 50, c'est la difficulté d'arriver à ce que vous puissiez tous, toutes, plus ou moins accéder à la parole. Alors, je vais quand même essayer, même si on a une dizaine de séances, et que ça sera très difficile de pouvoir entendre tout le monde. J'aimerais bien qu'on puisse travailler aussi les textes, des extraits, ou des textes que je n'ai pas mis, parce que je n'ai pas trouvé encore de PDF à vous fournir, mais si je les trouve, les PDF, je les mettrai. Donc on travaille sur des textes qui sont des textes importants pour
les études culturelles. Alors, évidemment, en 10 séances, on ne va pas travailler 70 ans d'histoire intellectuelle. C'est difficile. Moi, je vais vous parler un petit peu la prochaine fois de Birmingham, des acteurs. Je vous ai balancé 2-3 noms, mais voilà, qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., d'où ils viennent. On va travailler 2 extraits ensemble. Je vais vous proposer de le faire, ça. 2 extraits, 2 chapitres, en fait, de la culture du pauvre. J'aimerais bien qu'on ait un travail sur l'introduction de Culture and Society de Williams, l'extrait là que je vous ai montré à l'instant. Et peut-être un autre texte qui est celui-ci. La question préliminaire, c'est est-ce que vous pouvez lire un texte de 4-5 pages en anglais, c'est un anglais très simple, il n'y a pas de jargon, etc. Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout, qui ne lisent absolument pas l'anglais, ou très 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 mal, et qui... Il n'y a pas de problème, hein. Pas de jugement de valeur du tout là-dessus, croyez-moi. C'est bon ? Bon, Scope of Research, c'est un texte que Hogarth écrit au moment où il fonde le centre à Birmingham, et c'est le programme de recherche du centre. C'est un texte très intéressant, qui est factuel, donc il décrit les objets de recherche, il décrit les relations entre étudiants et enseignants. Vous verrez les changements qu'ils initient aussi là-dessus. Il décrit les programmes d'études et il décrit les conditions matérielles, le financement, en fait. Parce qu'il faut trouver de l'argent pour créer un centre. Quand personne ne vous veut. Parce que le fait de n'être nulle part, je vous ai dit, c'est bien, ça nous permet d'être très libre d'inventer plein de questions, mais c'est aussi très difficile parce que l'argent étant le nerf de la guerre, de toutes les guerres, si vous n'avez pas d'argent, c'est difficile de faire tourner un centre de recherche. Donc, il faut trouver de l'argent. Hogarth va être en accord avec à la fois l'homme qu'il a été, et il va financer en partie sur ses deniers de droits d'auteur. Pas que, mais son éditeur va donner aussi de l'argent dans un contexte que je vous raconterai. Bref, mais c'est financé à titre privé. Voilà. L'université de Birmingham donne rien, ou alors symboliquement 3 shillings pour dire que... Voilà. Donc c'est un texte à lire, c'est un texte intéressant qui est un marqueur quand même très fort. C'est le texte d'inauguration en fait, si vous voulez. Donc ce que j'aimerais bien, et ça c'est assez court, ça fait 4 ou 5 pages. La semaine prochaine, c'est encore moi qui tiens le crachoir, vous inquiétez pas. Mais la semaine d'après, j'aimerais bien qu'on puisse commencer. On aura parlé déjà d'Hogarth, j'aurais déblayé un peu le terrain. Et j'aimerais bien que, peut-être 2, si vous travaillez en binôme, il n'y a aucun problème. En trinôme, ça peut aussi fonctionner. Au-delà, c'est la pagaille, donc non. Mais jusqu'à 3, ça peut fonctionner. Enfin, sur un texte court comme ça, 2, c'est pas mal. Que vous en fassiez une présentation. 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Pour vos camarades, dans cette logique qui est celle de Birmingham, et qui est une forme de relation à laquelle moi je suis attaché, qui est l'oral. D'abord, il faut, même si vous êtes timide, etc., il ne faut pas du tout vous en faire un épouvantement. Moi, je trouve qu'on a perdu la pratique de l'oral dans l'enseignement dans l'université française, et que c'est un grand tort, parce que c'est très utile de savoir présenter des idées, une synthèse. À terme, vous allez chercher du boulot un jour, vous allez avoir des entretiens d'embauche, des trucs, des machins. C'est ça, un oral. En un quart d'heure, 10 minutes, vous avez un quart d'heure pour présenter votre projet ou pour montrer en adéquation avec le projet, je sais pas, de la boîte, du truc, du machin, bref, du recruteur. Donc c'est bien de savoir parler devant un public. Et là où j'insiste, c'est que ce public, il faut l'imaginer comme fondamentalement bienveillant. C'est un public de pairs. Et moi, je suis un pair dans ce cas-là aussi. Je ne suis pas là pour avoir une sorte de jugement vertical. Les notes, ce n'est pas un problème. Sauf si vraiment vous rendez un torchon, à ce moment-là, je serais un peu obligé de vous dire que quand même, il faudrait faire un effort. Ce n'est pas un élément structurant dans ma façon de procéder. Vous aurez des notes, vous inquiétez pas. Du moment que le travail fourni est satisfaisant, la note, elle est bonne. Il n'y a pas de raison que ça en soit autrement. Bon. La question de l'oral, elle est différente.
vous vous adressez, et ça c'est, hein, vous le verrez très vite dans le scope of research notamment, cet esprit, cette façon de concevoir qu'un séminaire c'est une discussion à plusieurs, que vous allez avoir des expériences, des choses à apporter à la discussion qui sont peut-être pas celles dont on est parti exactement, mais qui vont permettre le développement et en fait l'avancée tout simplement de la réflexion. C'est ça le but. On ne saura pas tout, vous ne saurez pas tout, je ne sais pas tout des études culturelles depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. Plus ça va aller vers nous dans le temps, plus ça va se ramifier, se complexifier, éclater en studies, en sous-studies, en trucs. Donc, il y a un moment donné où on perd le fil, effectivement. Donc, essayons de partir des questions vraiment fondamentales, c'est-à-dire les questions qui sont posées en premier. C'est pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais celles-là, elles sont déterminantes pour beaucoup d'autres choses, y compris pour les études de médias, par exemple. Quand vous avez commencé à vous intéresser à la télévision, au début des années 80 ou fin des années 70, les questions de comment est-ce que les discours d'hégémonie, comment est-ce que les discours, par exemple, un truc très simple, Thatcher, elle arrive au pouvoir à la fin des années 70, et avec elle s'ouvre la période dont on est encore en train de vivre peut-être la phase finale, ou en tout cas une des phases, pas finales, mais voilà, du néolibéralisme. Nos sociétés sont dans un modèle de gouvernance néolibérale depuis, en Angleterre, depuis la fin des années 70, en France un petit peu après, mais voilà, toutes les démocraties, grosso modo, occidentales, et ça inclut les démocraties d'Europe de l'Est, après la fin, après 90, qui ont été assez rapidement embarquées dans ce modèle-là. Bon, la question de comment le néolibéralisme s'impose à la fin des années 70 est une question absolument passionnante. C'est l'histoire politique de l'Angleterre des années 70. Mais, on la fera si on en a l'occasion un jour à un moment. Mais ce qui est fascinant, c'est que le noyau dur, si vous voulez, d'intellectuels néolibéraux qui va embarquer, en fait, le Parti conservateur, qui n'est pas un parti néolibéral, pas plus que le RPR de Jacques Chirac n'était un parti néolibéral. Ce sont des partis conservateurs qui ne sont pas du tout sur la dérégularisation totale des marchés. Il y a une sorte de twist dans les années 70 où une minorité de penseurs, d'intellectuels ultralibéraux va prendre en fait d'assaut le Parti conservateur d'abord pour le transformer de l'intérieur et aboutir à la fin des années 70 à l'accession de Thatcher au pouvoir. Après des années 70 qui sont catastrophiques du point de vue politique, des échecs de réforme, la question qui va amener Thatcher, vous savez que son grand truc, c'est de casser les mouvements syndicaux. Et elle va le faire. En 85, c'est fini. La dernière grande grève des mineurs, c'est terminé. Mais ça, c'est une obsession des néolibéraux depuis le début des années 60. Parce que le modèle issu de la guerre, en Angleterre comme en France, sont pas du tout des modèles de société hyper-libérales. C'est des sociétés qui ont pour fondement, en fait, le consensus. On est après-guerre. En France, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a la question de la collaboration de la résistance. Il y a le PC et les gaullistes. Mais l'Angleterre, c'est une société qui a comme modèle économique Keynes. Et Keynes, c'est un modèle de social-démocratie, c'est-à-dire de consensus social. À trois. Syndicats, patronat, État. Voilà. Et ça marche très bien. C'est pour ça que les 60s en Angleterre, c'est une période wow, géniale. Ça fonctionne. Mais par contre, ça fait horriblement mal aux tripes de quelques intellectuels néolibéraux qui vont faire quoi? Qui vont mettre 25 ans à construire des bases de transformation idéologique. Ils vont construire ce qu'on appelle des think tanks. Ça démarre après la guerre, les think tanks. Et ça démarre autour de projets qui sont des projets d'économistes ultralibéraux. Pour des tas de raisons qui sont contre quoi? Qui sont contre les États.
au sens où on sort de la guerre, oui, on avait d'un côté les fascistes et de l'autre les communistes. Donc les États massifs, vous voyez, la collectivisation massive, on peut comprendre que ça soit un peu gênant aussi, économiquement parlant. Mais enfin, c'est une histoire qui va durer 30 ans avant d'arriver au pouvoir. Et c'est un phénomène qui est exactement contemporain de ce que nous, on va regarder. C'est-à-dire une histoire qui est plutôt une histoire des idées de gauche, quand même compris. C'est plutôt des gens qui vont s'inscrire dans le post-marxisme, dans des réflexions qui sont plus liées au PC, au Comintern et à la droite ligne, disons, de l'Union soviétique, mais qui sont quand même des penseurs. Hogarth, c'est un social-démocrate. Thomson, c'est quelqu'un qui va quitter après l'université pour les mouvements activistes verts, par exemple, et antinucléaires. Donc c'est la New Left, c'est la nouvelle gauche, pas le nouveau Front populaire, mais c'est la nouvelle gauche des années 60, dans lequel vous avez des gens qui sont issus du marxisme, grosso modo, mais qui sont en rupture de banc avec le marxisme orthodoxe. Bon. Mais cette histoire, elle est parallèle à l'histoire de la montée en puissance de ces groupes de pensée néolibéraux qui ont pour eux des appuis que n'ont pas les études culturelles de Birmingham, qui sont des relais évidemment dans l'industrie, du côté du patronat, donc de l'argent quand même de façon beaucoup plus massive. Mais au plan de l'histoire intellectuelle, c'est vraiment très très intéressant de voir comment les deux se suivent, ou comment les deux courbes, si vous voulez, sont en parallèle, et comment, effectivement, au moment des années 70, le noyautage, en fait, on ne peut pas dire autrement, par quelques personnes autour de Margaret Thatcher, issues de ces think tanks, va prendre le pouvoir au sein d'un parti qui est un parti conservateur, classique, mais qui n'est pas du tout un parti anti-étatique. Les Anglais, ils ont un système de santé étatisé, encore plus que la Sécu en France, qui a été justement l'une des choses en partie démantelées. Ils ont un système de transport qui est national, ils ont plein de trucs qui sont des legs de l'après-guerre, et qui sont clairement construits dans un modèle social-démocrate, c'est-à-dire un modèle grosso modo de consensus entre les forces politiques et syndicales. Bon, donc la rupture des années 70, c'est pour ça que je vous disais qu'elle est aussi passionnante, elle est les phénomènes, disons, d'idéologie qu'on peut, quand on est dans le domaine des études culturelles, avoir envie de suivre et de décrypter et de démonter, sont en pleine... en train de fonctionner à plein de l'autre côté du spectre politique, puisque vous savez, et puis je m'arrête là-dessus. Je reviens à un des modèles, une des sources, en tout cas théoriques, des gens qui vont fonder les études culturelles. C'est le marxisme hérétique d'un Italien qui s'appelle Antonio Gramsci. Gramsci, c'est un théoricien qui est contemporain du fascisme, qui va passer toute sa vie quasiment pour être adulte en prison, et qui va être un révisionniste à l'intérieur du marxisme. Il va couper avec plein de dogmes, etc. Et il va forger un concept qui est celui d'hégémonie. C'est un concept central pour les études culturelles. C'est Stuart Hall qui va l'importer à Birmingham au début des années 70, et il le prend à Gramsci. Et c'est pas la domination, l'hégémonie. C'est assez différent. Et pour le dire très très vite, on y reviendra, le distinguo, il s'opère sur cette idée que c'est pas uniquement par l'imposition du pouvoir au sens économique ou autoritaire, par la violence d'État, qu'on peut maintenir les choses. C'est quand on a, comme on dit aujourd'hui, gagné la bataille des idées. Ça vient de Gramsci. Ça vient de quelqu'un qui a repensé le marxisme dans une perspective qui est évidemment celle d'un penseur de gauche, c'est-à-dire d'une émancipation sociale. Il faut gagner la bataille des idées. Ouais. Mais dans les années 70, ça, alors que ça nourrit la réflexion des études culturelles, et de Stuart Hall en particulier, qui va le déplacer vers les questions de minorité, qui va le déplacer vers les questions de lutte féministe, vers les questions d'identité, etc., etc. C'est aussi exactement ce que font les think tanks néolibéraux. Ils ont mis 25 ans, mais oui, à la fin des années 70, ils ont réussi. Et quand vous voyez le décalage historique, il est minime, mais il est très intéressant,
En France, Thatcher, c'est 79. En France, en 81, il y a une élection qui fait rupture dans la politique française. L'élection de Mitterrand. Un homme de gauche. Dieu, paix à son âme. Oui, mais 2 ans après, 3 ans après, 81, il y a quelques lois fondamentales qui sont passées, mais économiquement, 2 ans après, c'est fini. La rupture avec le PC, qui est l'allié de 81, est consommée, et économiquement, la France, elle bascule dans ce que je suis en train de vous décrire, c'est-à-dire l'idée que, en fait, le marché va fonctionner mieux que les régulations étatiques. C'est là que la bataille des idées est gagnée. Alors, je signale simplement que, vous voyez, cette idée qui vient d'un penseur de gauche, qui vient d'un penseur non stalinien, c'est important, c'est quelqu'un qui ne veut pas de Staline, Gramsci, qui va penser comment les rapports de force s'instituent et qui s'instituent aussi et d'abord à partir de cette question de proposition d'idées. Comment c'est vrai pour la gauche, mais c'est vrai pour la droite aussi. Et je suis très attentif à l'usage qu'on voit actuellement être fait de cette même idée par un parti que je ne nommerai pas, mais qui se situe encore un peu plus loin vers la droite. Voilà, c'est un signal intéressant quand on commence à dire qu'on a gagné la bataille des idées. Ça peut signifier que quelques années après, les choses passent dans la pratique. C'est ça que je voulais vous dire. À propos des années 70, c'est en tout cas ce qui s'est passé en Angleterre. C'est malheureusement pas Stuart Hall qui est devenu Premier ministre de l'Angleterre, c'est Margaret Thatcher. Et si ça avait été Stuart Hall, c'est sûr que la politique n'aurait pas été la même. Mais voilà, l'histoire n'est pas à refaire. Donc voilà, cette idée, on y reviendra, on la retrouvera. Mais c'est une idée clé, c'est une idée centrale dans l'arsenal conceptuel des études culturelles. La notion d'hégémonie. À demain, non pas à demain, demain c'est de licence, à la semaine prochaine. Donc on travaillera sur les textes. Regardez le scope of research, commencez à regarder, il y a 2 extraits de Hogarth en français, le chapitre 3 et le chapitre 6. Et si vous avez envie, et il y a un autre, je prendrai du temps la prochaine fois pour décrire les textes, si vous avez envie de proposer une présentation, vous n'hésitez pas, vous me le dites, et vous le faites pour, pas cette semaine, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Voilà. OK ?